Je me déplace vers le micro donc pour présenter Sophie. J'en ai dit un mot tout à l'heure, avocat, docteur en droit, spécialisé dans tout ce qui est technologie. Je crois que sa thèse était sur les impacts de la responsabilité du logiciel. Donc on est au cœur de tout cela. Elle va nous parler de éthique et intelligence artificielle. C'est le sujet, enfin c'est l'objet même de cette chaire dont j'ai parlé. Donc 4 chaires en France créées spécialement par le gouvernement qui a été généreux avec l'université et qui a créé donc des chaires dont à Grenoble. Et la partie juridique de cette chaire éthique et intelligence artificielle est donc assurée par Sophie qui va vous en parler tout de suite. Je lui passe la parole. Merci André. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, je viens là avec la casquette aussi de la chaire dont je suis pleinement membre actif à ce jour à Grenoble. Donc on fait partie de l'Institut MIAI qui regroupe justement de multiples chaires à la fois en sciences dures et en SHS. Donc il y a une chaire aussi de droit et une chaire d'éthique et d'intelligence artificielle pluridisciplinaire où on rejoint différents acteurs et chercheurs à la fois en sciences cognitives, en psycho, en sociologie, en philosophie, en droit. Donc ça fait énormément d'émulation. C'est une chaire qui est très vivante et qui a vocation justement à recouper un peu les différentes chapelles pour réfléchir tous ensemble à comment appréhender finalement cet outil, ce phénomène même médiatique qu'est l'intelligence artificielle. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, et c'est pour cela finalement que j'ai tendance à orienter ma présentation, que l'intelligence artificielle fait l'objet de beaucoup de fantasmes. Il y a beaucoup de littérature, on a beaucoup d'ouvrages, qu'ils soient littéraires, cinématographiques, on a énormément de profusion sur qu'est-ce que pourrait être l'intelligence artificielle. Et aussi, je me bats presque tous les jours contre l'association de cette dite intelligence artificielle avec les robots, par exemple. Dès qu'on va parler de robots, les robots vont nous tuer, nous remplacer, nous ressembler. Alors qu'il y a énormément d'études là-dessus qui sont menées pour intégrer l'intelligence artificielle à des robots, mais sachez quand même que l'IA existe sans robot et un robot peut exister sans IA. Et vous pourrez regarder Real Humans, vous pourrez étudier La vallée de l'étrange, décrite assez simplement aussi sur les process cognitifs et d'empathie liés à l'humain et au robot. Vous pourrez explorer plein de contenus très enrichissants. Pour autant, il faut, à mon sens, recadrer les choses. L'IA, c'est très vieux, en fait, enfin très vieux, à l'échelle de ma vie en tout cas, pas à celle de l'humanité. Mais ça date des années 50 à minima, et donc il faut essayer de revenir un petit peu à ces principes de base pour se rendre compte un petit peu à quoi on a affaire avant toute chose. Voilà, donc ça c'était pour une petite présentation. Dans le cadre du sommaire, simplement, je vais vous parler de l'effervescence médiatique dont je viens de faire un propos introductif. Qu'est-ce que l'IA? L'éthique de l'IA, les droits fondamentaux, quels droits universellement reconnus, la question de la proactivité des acteurs économiques et quelques exemples sur les domaines d'application. Donc j'ai une première vidéo à vous montrer sur l'effervescence médiatique que je trouve assez édifiante, qui a été publiée il y a très peu de temps sur Internet, où justement c'est un artiste qui a utilisé Midjourney, on en parlait tout à l'heure, M. Muller en parlait tout à l'heure. Midjourney, c'est effectivement un outil qui nous permet par le biais d'une intelligence artificielle, de recouper différentes données pour ensuite aboutir à une forme de création. Donc voilà la création qu'on a eue quand l'auteur a intégré dans son IA différentes données liées à l'humanité et à l'histoire de l'humanité. Donc j'espère que ça va marcher.
voilà ce que serait l'intelligence artificielle dans le futur et l'humanité liée à l'intelligence artificielle. Ça fait rêver, hein. Et ça fait partie du monde fantasmagorique lié à l'IA, et je pense que c'est fondamental. En plus, l'évolution était finalement a dépassé l'auteur qui a créé cette œuvre finalement. Donc on en vient quand même à des préceptes où on va se dire l'IA va nous gouverner, et c'est une espèce d'uchronie, hein. Enfin on va vraiment se détacher complètement de l'outil et du golem finalement qu'on aura fait naître, quoi. Donc qu'est-ce que l'IA ? J'ai voulu reprendre aussi un ouvrage de Luc Julia sur l'intelligence artificielle, où il nous retrace un petit peu d'un point de vue historique ce qui s'est passé. Donc c'est un petit peu dense, mais je vais vous le lire. Tout est parti d'un immense malentendu. La genèse de l'intelligence artificielle se situe en 1956, lors de la fameuse conférence de Dartmouth, au cours de laquelle des scientifiques qui étudiaient la théorie des automates introduite par Alan Turing, donc quand même père de l'informatique et de l'intelligence artificielle, une vingtaine d'années auparavant, se sont mis à penser qu'ils pourraient recréer des machines, les mécanismes du cerveau humain. Les objectifs de la conférence étaient extrêmement ambitieux et avaient été formulés en ces termes avant qu'elle ne commence. Nous proposons qu'une étude de 2 mois sur l'IA soit menée pendant l'été 56 au Dartmouth College sur l'intelligence artificielle, à Hanovre, au New Hampshire. L'étude, qui s'intéressera à chaque aspect de l'apprentissage ou à toute autre caractéristique de l'intelligence, décrira avec précision toutes les étapes qu'une machine pourra alors simuler. Donc on a déjà le principe de simulation. On tentera de trouver un moyen pour que les machines utilisent le langage, forment des abstractions, des concepts et résolvent des problèmes qui sont maintenant réservés aux humains. Donc on en vient effectivement à l'idée de remplacement de l'humain. Mais attention, hein, on est dans les années 50, on est vraiment dans la projection. Nous pensons que des années significatives peuvent être réalisées sur des avancées significatives peuvent être réalisées sur un ou plusieurs de ces problèmes si un groupe de scientifiques soigneusement sélectionnés y travaille ensemble pendant tout l'été. 2 mois. Cette toute première apparition du terme intelligence artificielle, donc c'est a priori là qu'on l'aurait formalisé, mise au crédit de John McCarthy, l'un des organisateurs de la conférence et signataire de ce programme, a alors été acceptée par tous. Mais les résultats du groupe de travail ont été bien loin des ambitions affichées, celles qui étaient intentionnellement mises en place auparavant, car s'ils ont permis de faire quelques progrès dans ce qui deviendra plus tard des systèmes experts, ils n'ont en rien déterminé les étapes pour simuler l'intelligence. Et c'est en cela que j'ai à cœur de citer ce passage, puisque l'on finit par l'emploi du terme intelligence pour cette discipline est de fait une vaste fumisterie, car il est basé sur des vœux pieux qui sont bien loin de la réalité. Donc Luc Julia, l'intelligence artificielle n'existe pas, puisque Luc Julia nous parle d'intelligence augmentée, qui pourrait être potentiellement préférable en tout cas à la réalité. Soit on choisit le terme d'intelligence et on dit qu'on augmente notre intelligence, mais alors pour en avoir discuté avec des experts qui sont près de la cour de la Commission européenne et dans différents comités de pilotage aussi, j'en ai discuté avec quelqu'un qui me disait je parlerais plutôt d'intelligence diminuée, parce que quand on nous voit utiliser Waze aujourd'hui pour rentrer chez nous, en quoi on augmente l'intelligence humaine? Bon, j'avoue que là, j'avais pas beaucoup d'arguments en ma faveur pour essayer de contre-argumenter son propos, mais il est vrai qu'aujourd'hui, le cerveau humain, facilité par toutes ces applications, a tendance à devenir de plus en plus feignant, ou en tout cas l'humain lui-même. Voilà. Les caractéristiques fonctionnelles de l'IA. Donc on en revient un petit peu à quelque chose de plus pragmatique. IBM nous donne une petite définition. On a plein de définitions qui existent évidemment, hein. Et on a un article de John McCarthy de 2004 qui nous dit « C'est la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes ». On trouve le terme d'intelligence lié à la machine, donc qui pour moi est toujours un peu une planche, une pente glissante en tout cas, en particulier de programmes d'informatique intelligents. Elle est liée à la tâche similaire qui consiste à utiliser des ordinateurs pour comprendre l'intelligence humaine. Donc pour comprendre l'intelligence humaine. Mais l'IA ne doit pas se limiter aux méthodes qui sont biologiquement observables. Donc on a un petit peu quelque part ici une approche
qui pourrait s'apparenter au machine learning ou même à des recherches qui peuvent être faites d'ailleurs sur la biotech. Donc ça, on pourra en parler dans une autre dimension. Mais il y a des recherches qui sont faites notamment pour calculer le mode du fonctionnement humain et cérébral et neuronal à la machine pour consommer moins d'énergie. C'est encore tout jeune. Et on a la proposition de règlement dont on a largement parlé, qui nous propose une définition, qui nous a proposé une définition sur laquelle on s'était bien assis depuis l'année dernière, qui était bien étayée dans l'annexe 1 de la proposition, qui a tout simplement été retirée dans les travaux récents. Donc j'ai reprise très rapidement, là, parce qu'on a les nouveaux travaux qui nous ont mis en place une définition que j'ai reprise surtout dans le préambule finalement, qui nous explique que la nouvelle définition, donc elle a été rédigée de nature à mettre en évidence la volonté d'encadrer des formes futures de systèmes d'intelligence artificielle. Il y a vraiment cette orientation en disant on va réglementer l'intelligence artificielle, mais on essaye d'appréhender ce qu'elle pourrait devenir, un peu à l'instar finalement du risque de développement sur les produits défectueux, où on peut avoir des éléments qui sont encore ignorés dans l'état actuel scientifique en tout cas, mais qui pourraient émerger demain. Donc l'idée c'est d'englober et d'avoir quand même des dispositions qui nous permettent d'appréhender les nouvelles formes d'intelligence artificielle qui seraient mises en place à l'avenir. Donc la nouvelle définition est focalisée sur les caractéristiques d'un système d'IA. On parle souvent de système d'IA, c'est vraiment la terminologie qui est employée depuis le début. Les capacités d'un tel système seraient donc condensées sous 3 formes: l'apprentissage, le raisonnement et la modélisation. Donc c'est important de les avoir puisque finalement c'est un triptyque qui est assez large et qui couvre très largement tous les systèmes d'IA aujourd'hui en tout cas. Donc ils doivent être utilisés pour établir des processus spécifiques pour atteindre des objectifs qui seront prédéfinis sans que les étapes de ces dits processus n'aient été déterminées en amont par un humain. C'est là qu'on en vient à faire un distinguo finalement avec ce qui ne serait pas de l'IA. Donc le système peut utiliser un ensemble de données fournies par l'humain ou par un autre système informatique, vulgairement dataset, et c'est là qu'effectivement on peut avoir des biais qui s'instaurent et qui vont justement être réutilisés par l'IA qui, elle, n'y est pour rien. Finalement, on l'alimente avec des données qui sont soigneusement choisies ou pas. Les résultats produits par l'utilisation des systèmes d'IA pourraient ainsi se matérialiser par des prédictions, des recommandations, des décisions ou du contenu pour des systèmes génératifs pouvant avoir un impact sur le monde physique ou digital. Donc ça, c'est vraiment prévu comme tel dans la proposition de règlement actuelle, où on envisage un impact réel dans le monde matériel finalement, mais aussi dans le monde digital. Donc ça, c'est un point, à mon avis, qui est très important. Un système défini par des personnes physiques pour exécuter automatiquement des opérations ne saurait être qualifié d'IA. Donc c'est là qu'on départit vraiment et finalement on borde aussi la notion de logiciel. On va avoir un exécutable direct, où là finalement ce ne sera pas un système d'IA qui sera au point, mais qui donc ne sera pas couvert par la proposition de règlement. Cette nouvelle proposition de règlement se propose aussi de préciser le concept d'autonomie d'un système d'IA, là c'est intéressant aussi, en le corrélant au niveau d'implication de l'humain. Donc on représente une influence externe dans le cadre de ses fonctions. Ainsi, moins l'humain est impliqué, plus le système sera considéré comme autonome. C'est un raisonnement de base, mais il fallait quand même le mettre en forme. Ainsi, la nouvelle définition se propose d'englober le machine learning, sous les 3 formes d'apprentissage, qu'il soit supervisé, non supervisé ou par renforcement, et plusieurs algorithmes. Donc le deep learning en apprentissage profond, c'est ce qu'on connaît le plus aujourd'hui finalement, avec les réseaux de neurones. C'est pour ça qu'on parle de réseaux de neurones. On parle aussi même de cartes corticales. Mais là, on rentre vraiment dans de la technique de développement d'IA. Mais vous verrez quand même que le champ lexical s'apparente beaucoup finalement au cerveau. Donc ça, c'est intéressant aussi. Parce que finalement, on revient toujours à ce champ lié à l'intelligence et aux analogies qu'on peut faire avec l'intelligence. Et pourtant, on n'est pas face à une véritable intelligence. Il faudrait vraiment passer du temps à redéfinir cette notion-là aussi.
et d'autres approches basées sur la logique ou la connaissance. Donc là, on va avoir tout ce qui est système d'inférence et les systèmes experts, les moteurs d'inférence, pardon, et les systèmes experts, et les bases de connaissances et raisonnement symbolique. On ne va pas rentrer dans les détails du système bayésien et compagnie, sinon ça va être trop technique. Donc l'éthique de l'IA. Une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait qu'on a finalement des machines qu'on alimente par des datasets qui sont préfigurés par l'humain ou par une autre machine, on va dire ça comme ça, on a des calculs qui se mettent en place avec un process et des résultats qui interviendront. Bon, on n'est pas face à un robot qui va se transformer, qui va nous manger, bref. On est quand même sur... et on l'a suffisamment démontré ce matin, justement, avec les applications qui sont faites, qui peuvent avoir des incidences conséquentes, c'est clair. Mais en revanche, on n'est pas non plus sur une autonomie totale avec une machine qui est capable, effectivement, de conduire un camion tout en créant une œuvre d'art et en sirotant un verre en discutant avec quelqu'un. Donc l'éthique de l'IA. Ce qui est important de souligner aussi ici, que je trouve assez ironique, c'est que c'est un enjeu majeur d'éthique qui est mondialement appréhendé et qui aussi est appréhendé par les plus grandes multinationales qui travaillent sur le sujet. On a ici le Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society qui a été fondé par Amazon, Apple, IBM, Google, et j'en passe et des meilleurs. Donc toutes ces personnes-là réfléchissent à l'éthique de l'intelligence artificielle. Et vous irez voir leur plateforme, c'est intéressant, il y a des sujets, ils affichent clairement qu'ils ont envie de travailler sur le sujet. C'est beau, c'est très beau. L'éthique en droit, donc là je ne vais pas marcher sur les plates-bandes qui ne m'appartiennent pas, mais ab initio, on pourrait dire quand même que l'éthique en droit se matérialise principalement par la préservation des droits fondamentaux. Donc les droits fondamentaux chez nous, on va les chercher dans la charte européenne des droits fondamentaux, dans la DDHC ou dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. On retrouve quand même des principes généraux. Là, je me suis inspirée vraiment de ceux qui sont mis en exergue au niveau européen, mais effectivement, en tête de liste quand même le droit à la dignité. Et le droit à la dignité humaine, ça va se matérialiser forcément la dignité humaine, parce que la dignité ne couvre pas forcément que l'humain en tant que tel. Hein. Le droit à la vie, à l'intégrité de la personne, ça va se refléter aussi sur des applicatifs très intéressants et édifiants. Interdiction de la torture, de l'esclavage, du travail forcé, et le droit aux libertés. Ça aussi, c'est un droit, alors je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion d'avoir un peu plus de temps, probablement qu'il aurait été largement étayé. Et la liberté, alors versus sécurité aujourd'hui. Hein, vraiment, on est dans un monde où on met en balance les deux types de droits fondamentaux. Et là-dedans, on va forcément retrouver la protection des données à caractère personnel. En 2012, j'avais eu la chance d'intégrer un comité de recherche. On a coécrit un ouvrage collectif sur le droit à l'oubli, avant même toute l'effervescence liée au RGPD, où on expliquait justement, en discussion avec des informaticiens, qu'on a le droit à l'oubli numérique. Aujourd'hui, les traces de votre vie sont résiduelles partout. C'est extrêmement compliqué d'écraser une donnée de manière sûre et certaine, voire impossible. Et à l'époque, c'était déjà le cas. Pour donner un exemple, éthiquement parlant ou pas, j'étais en discussion avec un informaticien qui avait beaucoup de liens avec les États-Unis. Il m'avait fourni un exemple tout bête d'une personne qui était tombée amoureuse d'une autre en étant mineure. Sauf que les parents de madame ont porté plainte contre monsieur, qui donc s'est retrouvé avec un casier judiciaire de ce fait. Et aux États-Unis, la donnée l'a tracé toute sa vie, dans le sens où quand il suivait un processus d'embauche, il avait sa belle fiche comme quoi il était fiché justement pour ce fait-là. Donc quelque part, l'oubli numérique ici, il est mis à mal et utilisé de façon extrêmement ambiguë et controversée.
pour quelque part avoir droit à une autre vie, quand bien même il y ait des écarts ou quand bien même il y ait des tracés aussi d'une super fête que vous avez fait avec vos copains, où vous étiez dans un état lamentable et que tout le monde a publié votre photo sur les réseaux sociaux alors que vous êtes en pleine recherche d'emploi. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qui sont, quand bien même il faille une hygiène liée à l'utilisation du numérique, on ne maîtrise pas tout. Donc il y a une nécessité là-dessus de préservation de la liberté, mais et aussi de la vie privée. Le droit à l'égalité, on va parler de la discrimination essentiellement, puisque l'IA, on en discutait d'ailleurs avec Cynthia Stamina hier, la première application qui va certainement germer sur l'IA, ça va être en ressources humaines, où on va avoir des dispositifs de discrimination discriminatoires qui vont être très compliqués à contrecarrer. Mais après, on verra aussi sur le médical. Et la grande question qui me préoccupe beaucoup, c'est l'environnement. Parce que l'environnement, quand bien même on en parle, ça reste parent pauvre au niveau des droits fondamentaux. On en parle très peu. Et en IA, il faut savoir quand même que les moteurs d'IA aujourd'hui, les calculateurs sont extrêmement gourmands en énergie. Il y a des calculs qui valent très facilement à Paris-New York en termes de kérosène, ça se pose là. Et aujourd'hui, très peu de mots encore là-dessus, très peu de mots sur l'utilisation, sur l'hygiène de l'utilisation des moteurs et des calculateurs. Donc ça, c'est un point à souligner. Une IA de confiance, ça c'est le grand leitmotiv finalement de l'Union européenne, on l'a suffisamment dit, entendu, on l'entendra encore beaucoup. Et l'idée c'est quand même malgré ce travail de défantasmer l'IA, malgré tout, on a quand même un super outil qui est mis en place, qui a vocation à avoir des applications extrêmement diverses, puisque l'IA est protéiforme, finalement elle s'instille dans tous les domaines de la société aujourd'hui. Et encore plus demain, comment faire finalement pour appréhender ce nouvel outil. Mais j'ai envie de dire, en discutant beaucoup avec des chefs d'entreprise qui développent justement des systèmes d'IA, ce qui est compliqué, c'est de dire, est-ce que aujourd'hui une entreprise peut être responsable d'avoir mis sur le marché un couteau et que ce couteau finalement servi à tuer quelqu'un? Alors, ou le marteau, on disait aussi, c'est vrai que l'analogie... Enfin, le tournevis aussi, on entend beaucoup. beaucoup. Ouais. Et c'est très compliqué en fait de se dire, on va responsabiliser les acteurs qui sont dans le cœur du développement de la technologie, alors que finalement, ils ne peuvent pas maîtriser tout le circuit de A à Z, en tout cas sur la chaîne de production et d'utilisation. Donc c'est là que c'est très compliqué. Dans la proposition de règlement, on leur demande de veiller à l'application qui sera faite de leur système d'IA. Et moi, derrière, j'ai des chefs d'entreprise qui vont dire, mais je suis sous NDA, j'ai absolument pas le droit déjà de communiquer dessus. Et en plus, je ne maîtrise absolument pas toutes les applications qui seront faites par mon client. Et si c'est sur un drone tueur ou sur le diagnostic d'un cancer en phase terminale, j'en ai aucune idée. J'exagère un peu le trait, mais en tout cas, ça peut aller jusque-là. Mais dans la nouvelle proposition, on nous dit, bon, alors, si vous avez mis en place un système qui a provoqué des dommages conséquents et que votre IA finalement est une IA à haut risque, si ça a eu lieu, bah, faites en sorte que ça n'ait plus lieu. Bon, ok. Donc comment va-t-on faire? On a un petit droit à l'erreur. Alors peut-être que justement, j'ai à cœur l'AS de développement finalement, peut-être que c'est inspiré de ça, mais en tout cas, on a le droit à un joker. Bon. Alors comment l'interpréter, on va le voir plus tard aussi dans la proposition de règlement, mais c'est effectivement très complexe d'appréhender toute la chaîne et de s'approprier la notion de confiance par rapport à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Elle est mise en valeur, cette IA de confiance, par l'Union européenne, donc dans le livret blanc qui a été mis en place. J'avais une vidéo, vous irez la voir, à la limite, vous transmettrez le lien, puisque je pense que c'est pas forcément utile ici de la mettre en place. Et volonté de promouvoir l'outil comme une innovation technologique ou une innovation de rupture. Effectivement, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas être technophobe non plus et dire, vu que l'IA est là, on va l'interdire, on n'en fera rien puisque c'est trop dangereux.
Mais l'encadrement est extrêmement complexe. Donc l'idée, c'est quand même de maîtriser toute la chaîne, de la production à la mise sur le marché. Donc c'est vrai que moi, j'ai souvent tendance à faire le parallèle avec l'autorisation de mise sur le marché des médicaments. J'ai quand même tendance à croire qu'on va suivre ce process-là, que finalement, on va avoir l'expérimental, on va avoir des POC, on va avoir des choses qui vont se mettre en place entre les laboratoires, les entreprises et aussi des organismes notifiants et les commissions qui seront mises en place par la proposition de règlement. Et derrière, il va nous falloir finalement mettre un cahier des charges très précis avec la posologie et avec les utilisations à risque de l'outil en place et quelles sont les incidences. Donc effectivement, on va pouvoir prendre un petit peu d'IA, mais pas trop, en conditions sèches et non humides, bref, en tout cas dans les conditions adéquates pour éviter tout type de risque. Il y a un encadrement nécessaire. Derrière, en discutant finalement avec les techniciens, c'est pour l'IA au risque, ça va être extrêmement compliqué parce que l'IA au risque va devoir être suivie et toute amélioration, toute modification devra être notée, réexpérimentée, renotifiée, soumise à validation à nouveau. Donc c'est extrêmement encadré et lourd. Et c'est en cela que c'est perçu comme un frein finalement au développement technologique. Donc c'est pour ça que l'Europe est sensible au discours du bac à sable finalement, où on va permettre de mettre en place des systèmes d'IA de manière expérimentale pour en voir les implications, expérimenter toutes les incidences qu'elles pourraient avoir. Donc les outils d'une IA de confiance, dans la proposition de règlement, effectivement distingue l'IA faible et IA au risque. Et là, ça a déjà été présenté, il y a des pratiques d'IA qui sont particulièrement néfastes et interdites en raison de leur caractère contraire aux valeurs de l'Union, tandis que les restrictions et des garanties spécifiques sont proposées en ce qui concerne certaines utilisations de systèmes d'identification biométrique à distance à des fins répressives. On a aussi les systèmes d'IA dont l'utilisation est considérée comme inacceptable car contraire aux valeurs de l'Union en raison des violations des droits fondamentaux de manière générale. Et enfin, la proposition nous précise aussi qui établit une méthode solide d'évaluation du risque en permettant de recenser les systèmes d'IA au risque qui présentent des risques importants pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes. Bon, et là, effectivement, ça devra satisfaire toute une grille. Les outils sont aussi liés à l'interdiction formelle. Donc, dans les nouvelles moutures de la proposition de règlement, on garde ça relativement intact. Donc, ce qui sera interdit finalement, c'est l'exploitation des techniques subliminales. Alors, on a passé 1 heure à converser, savoir ce que c'était que le caractère subliminal en droit. Alors, j'ai eu du mal. C'est quand même compliqué. C'est souvent lié finalement à la diffusion. On a vraiment l'exemple symptomatique de la diffusion d'une image de manière très fractionnée sur un espace-temps extrêmement réduit. C'est vraiment la jurisprudence que j'ai trouvée. Après, d'autres applications, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc ça, je pense qu'on va devoir faire confiance aux prêteurs pour encadrer cette notion-là. Donc en dessous du seuil de conscience. Je pense qu'il y a un vrai travail aussi avec les psychologues à faire là-dessus et les neuroscientifiques. Ensuite, on a l'exploitation des personnes fragiles, le scoring social, dont on a parlé tout à l'heure, qui est aussi à remettre qui est interdit, en l'occurrence en Europe, et l'identification biométrique en temps réel dans les espaces publics à des fins répressives. Est-ce qu'il y a des droits universellement reconnus? C'est compliqué. Là, quand même, je tenais à vous mettre cette vidéo qui est assez rapide, puisque l'universalité des droits, là, bon, vous voyez déjà la vidéo, par l'UNESCO, il y a une tentative de reconnaissance de droits universels, mais c'est extrêmement compliqué à mettre en place. Et là, je voulais quand même vous montrer cet exemple-là, puisque finalement, en Chine, vous le savez bien, ça se passe complètement différemment. Donc j'espère que ça va marcher aussi. Vous entendez pas trop, ouais. On nous montre les Chinois, en fait, c'est des gendarmes en l'occurrence ici, qui sont extrêmement fiers de promouvoir un système sécuritaire à la pointe,
en expliquant que justement dans leur pays, plus aucun crime ni plus aucun fait de violence ne pourra avoir lieu. Et pour cela, ils sont extrêmement fiers d'utiliser justement les nouvelles technologies, les caméras à reconnaissance faciale, les systèmes de détection, une surveillance vraiment à la pointe. Et ils sont extrêmement patriotes et complètement convaincus de leur utilité. On a un vrai gap culturel là-dessus, c'est tellement édifiant que... Mais bon, vous pourrez marcher en totale sécurité en Chine, dans les rues, de nuit, voilà. I feel secure. C'est vraiment ça, de toute façon. Donc, c'est là. Voilà, tout le monde est content. Et les gendarmes chinois qui se montrent de manière extrêmement organisée et efficiente et efficace pour le gouvernement. Le parti. Le parti, pardon. Oui, c'est ça. Oui, oui. Le parti est le gouvernement et est le peuple. Donc, voilà. Donc, je vous ai parlé de l'UNESCO qui a fait une tentative d'unification des droits fondamentaux, c'est pas évident. Les US, par contre, je tiens aussi à signaler ça, c'est qu'aux États-Unis, il y a quand même une préoccupation. Il y a différents États déjà qui commencent à mettre en point des éléments là-dessus, et même la Maison-Blanche, en octobre, a rédigé un papier sur son intention liée à ses préoccupations sur l'éthique relative à l'intelligence artificielle. Il va falloir que je m'arrête, j'aurais tellement de choses à raconter encore, c'est horrible. Donc, juste, oui, on va s'arrêter là, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais je pense que... D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Sophie pour cette présentation et la mise en avant de ces textes, de ces initiatives qui sont prises, le gap culturel et l'ampleur des travaux qui sont devant nous. Un grand merci. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans la salle et peut-être que Raphaël voulait peut-être dire un mot également suite à l'intervention de Sophie sur... On prend peut-être les questions d'abord et puis ensuite... Voilà. Si vous voulez vous lever et poser votre question bien fort. Bien fort. Oui, je vais essayer. Si tu fais au cœur de la province, je suis pas spécialiste de la matière, je suis une part, est-ce que c'est possible? Alors, si. Pour une fois, je suis pas spécialiste. J'ai bien compris votre question, c'est bon. Donc je suis totalement d'accord avec vous et je pense que tous les observateurs sont d'accord. De toute façon, l'IA, elle n'est pas nationale. On est face à un pur produit de la mondialisation, de par la dématérialisation. Que l'IA elle soit produite au Pakistan ou en Californie ou au Chili, elle va s'appliquer à Aix-en-Provence voilà, ou à Saint-Pétersbourg. Mais le problème, c'est un problème qui n'est pas dû à l'IA, le problème c'est un problème qui est dû à la communauté internationale. C'est-à-dire que si vous voyez les difficultés qu'on a avec l'environnement, alors que tout le monde est d'accord maintenant pour dire qu'il faut une régulation internationale de l'environnement, bon, bah, on ne peut pas dire que ce soit un grand succès quand même, ces COP qui intéressent les médias. Et donc c'est pour ça que la solution, elle est venue non pas au niveau international, peut-être c'est ce que vous voulez dire par multilatéral, mais au niveau régional, c'est-à-dire au niveau de l'Union européenne. Et à partir du moment où l'Union européenne a décidé de réglementer, de rentrer dans le processus de l'acte législatif, le règlement sur l'IA, c'est bien simple, tous les États ont arrêté. Ils ont tous dit, bon, on ne va pas commencer à réfléchir sur une législation puisqu'il va y avoir quelque chose qui va venir de l'Union européenne.
Et quand on suit un peu les débats qu'il y a eu au Conseil voilà, dans la première lecture du règlement, c'est ce que disait Sophie, hein, c'est-à-dire que ça change. Et pourquoi ça change? Parce que les États ne sont pas d'accord entre eux, hein. Entre les 27, il y a des accords très profonds sur la reconnaissance faciale, par exemple, entre la position française et la position allemande. On n'est pas d'accord hein, là-dessus. Et au niveau du Conseil de l'Europe, on a 46 maintenant depuis que la Russie est sortie. Au Conseil de l'Europe, on a 46 États membres. La Convention, elle est au point mort. Alors tout à l'heure, je vous en parlais en essayant de vendre un peu le truc, mais j'ai très peu d'espoir là aussi, parce que entre les différents pays, il n'y a pas de consensus. Or, la condition pour la production de normes internationales, c'est le consensus, c'est la volonté. Donc c'est pour ça que voilà, on va se reposer sur cet IA Act, qui va être une première étape, sans doute. Il y aura sans doute d'autres traités qui vont venir, d'autres réglementations au niveau européen qui vont venir, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat satisfaisant. Mais pour l'instant, c'est pas envisageable hein, que l'ONU, par exemple, adopte une convention sur l'IA. Ça, c'est ce que je pense. Et puis surtout à clôturer la matinée, mais juste en réponse, je pense qu'il est quand même clair qu'on vit aujourd'hui un éclatement entre un système américanisé, un système dont le modèle est la Chine et un système dont le modèle est l'Europe, et les variations ailleurs. Et pour répondre à votre question, ces systèmes sont à la fois incompatibles, ne peuvent pas être assimilés et au contraire sont en état de conflit au sens propre du terme. Donc, ou bien on arrive à faire quelque chose qui en Europe correspond à nos valeurs, ou bien on sera absorbé par un des autres systèmes. Voilà la réponse aujourd'hui. Vous avez compris que moi je suis heureux que l'Europe s'en empare et fasse quelque chose qui, à mon avis, est ce qui a le plus de chances de fonctionner, avec toutes les limites qui ont été indiquées. Mais non seulement il ne va pas y avoir une solution multinationale globale, mais on va exactement dans le sens inverse, avec des systèmes qui divergent de plus en plus. Merci pour votre attention pour cette matinée.